Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Dimanche, c'est Info7. Info7, cette émission qui vous permet d'avoir un aperçu de l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons commenter cette actualité ou ces temps forts avec le candidat numéro 435 dans la circonscription de la Lukunga. Avec Jean-Jacques Mamba, nous allons en tout cas débattre de ces temps forts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très heureuse de vous recevoir. Numéro 435. C'est un plaisir partagé. En tout cas, la toute première question, quand j'ai posté sur le net que je recevais Jean-Jacques Mamba, beaucoup d'internautes m'ont dit de vous poser cette question par rapport à votre spot. Cette spot qui a fait vraiment le buzz. Alors, comment vous est venue l'idée de faire ce spot sur nous? Vraiment, ça a été, parmi, beaucoup d'internautes l'ont dit, parmi le meilleur spot de la campagne. Bon, vous savez, c'est un scénario. Je suis moi-même surpris par le succès que ce spot a fait. Après, vraiment, je félicite cette dame et qui a transmis finalement un message. C'est une réalité, vous comprenez. Pour qu'une dame de cet âge-là accepte ce type de scénario de manière instantanée, parce que c'est une dame que j'ai connue 2 heures avant le spot, donc on s'est connus le même jour. On a fait le scénario et elle l'a fait avec merveille. Ce n'est pas une professionnelle, c'est une dame c'est une enseignante. Ah, c'est une enseignante. Oui, c'est une enseignante. Et donc, voilà, c'est quelque part aussi le malaise qu'il y a dans la société. Vous remarquerez que dans ce spot, on a cité le nom de personne. Mais d'après cette dame, j'ai mal commencé ma phrase. Pourtant que c'est une phrase en français. Et ma foi, cette phrase ne faisait allusion à personne. J'ai bien dit que chaque électeur devait voter M. Fayoulou. Et pour cette dame, elle estimait que je devais le dire en lingala. Et donc j'ai appris que chaque en lingala, c'est Mutuna Mutu. Et donc j'ai retenu la leçon. Je crois que c'est... Non, je suis vraiment très content pour cette dame. D'abord parce qu'elle a eu beaucoup de succès pour tous ceux qui ont participé à ce spot. Mais je crois qu'il voulait transmettre un message. Et je crois que le message était... Et ce message a été transmis parce que ce message colle vraiment à la réalité. La réalité du terrain est telle qu'effectivement, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a aucune promesse qui a été tenue. Et que pour certaines gens qui n'ont pas vu M. Jean-Pierre Bemba élu en 2006, pour cette dame, elle l'a si bien dit, elle n'a pas vu M. Félix Papa Tshisekedi Etienne en 2011. Et pour elle, elle aimerait au moins que cette fois-ci, son choix porté sur la personne de M. Fayoulou, que nous soutenons, nous, en tant que MLC, elle aimerait que ce choix-là soit respecté parce que je crois que c'est le choix de la majorité. De la majorité. Et je crois que c'est un choix qui est quand même non seulement audacieux, mais c'est un choix il mérite cette place. Le choix de la rupture totale, selon vous. Voilà. L'actualité étant très riche, mesdames et messieurs, nous prenons le tout premier volet lié évidemment à la machine à voter. Hein, comme vous le savez, beaucoup de gens, d'ailleurs sur le net et même dans la vie réelle, continuent toujours à reprocher, j'ai Jean-Jacques Mamba avec moi, reprocher à Lamouka son changement par rapport à la machine à voter. Et nous allons avoir la réaction de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, notre fierté nationale, qui a réagi par rapport à la probable violence, hein, d'après lui, après les élections, après la publication des résultats. Agla, s'il vous plaît, le premier condensé. Jean-Jacques Mamba, vous êtes dans cette coalition Lamouka, vous soutenez Martin Fayoulou comme candidat à la présidence, candidat numéro 4. Mais ce revirement, est-ce que cela ne vous est pas défavorable? Parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que vous aurez le temps de retourner partout en RDC pour redire ce même message? Parce qu'avant, Martin Fayoulou disait, nous allons aller sans la machine à voter, aller avec le bulletin papier ou le bulletin de vote. Mais il a changé de message. Est-ce que ce n'est pas défavorable? Bon, déjà à la base, la coalition n'a jamais demandé le boycott des élections. Ça, c'est le principe. Après, il faut savoir que M. Nanga, lorsqu'il parlait de la machine, ou lorsque nous avions refusé la machine, qui est finalement tout un processus, il était question pour M. Nanga de proclamer les résultats dans les 24 heures. Ça veut dire que M. Nanga avait fait une déclaration selon laquelle le 23 décembre, ou plus tard le 25 décembre, 25, il y aura les premières estimations. Okay. Cela voulait dire en d'autres termes que comme chacune de ces machines a un port pour les cartes SIM, si vous renseignez, Wi-Fi et portatif. Si vous vous renseignez, au fait, la transmission des données au centre de compilation doit se faire initialement de manière électronique. C'est pour cela que M. Nanga Oulaseni a commandé des SIM auprès de Vodacom, d'Airtel et d'Orange. Donc ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut, avec des manipulations, transmettre les mauvais résultats. Donc ce que nous avons tenté d'obtenir et ce que nous avons obtenu, c'est qu'effectivement, même si on utilisera la machine, mais qu'on exige le bulletin papier, ça veut dire que seuls les résultats papier compte. Ça veut dire que nous dressions des procès-verbaux sur base des résultats papier. Dans la forme initiale, on disait qu'on allait comparer les résultats de la machine avec les... Ça, c'est la forme initiale. Mais sachant très bien qu'il n'allait pas le faire, il allait directement transmettre et surtout profiter des coins les plus reculés
Jean Malemakoulou, là où les morts ont voté M. Kabila en 2016, hein, en 2016, non, en 2011, les morts, il n'y avait pas de déplacés, il a eu plus de 105%. Donc, dans des coins pareils, on n'allait même pas attendre les résultats des procès-verbaux papier pour transmettre directement et faire les 108 et les 110%. Donc, ce que nous tentons d'obtenir et ce que nous avons obtenu, le principe est que nous n'allons pas accepter des résultats transmis par voie électronique par la machine, à moins que ces résultats... Là, ça deviendra directement au vote électronique. Voilà, à moins que ces résultats correspondent exactement aux résultats du comptage manuel. Raison pour laquelle nous demandons à l'ensemble de nos électeurs, à l'ensemble de la population... Ils vous attendront. Parce qu'effectivement, les élections ont été repoussées d'une semaine, ça vous donne peut-être une chance de faire passer ce message. La campagne est terminée, mais nous allons continuer à vulgariser sur le fait que maintenant, il faudrait que la population s'approprie le processus électoral et que, nonobstant la pluie, parce que nous sommes en saison de pluie, normalement les élections présidentielles et toutes les élections, tout le cycle devait se faire pendant la saison sèche. J'espère qu'à la prochaine législature, si nous avons l'occasion ou l'opportunité d'accéder à l'hémicycle, nous allons proposer que tout ce type d'élection se passe au mois de juin-juillet pour éviter ou écarter toute hypothèse de pluie parce que nous n'avons pas les infrastructures. Mais nos amis de Cash disent que la MOCA doit présenter des excuses publiques à ceux de Cash parce que vous les avez vilipendés, vous avez dit n'importe quoi par rapport à la proposition de Tshisekedi à l'époque d'aller avec Oussama, vous avez vilipendé, vous avez dit n'importe quoi. Et cette frange de la population exige de vous, de la MOCA, des excuses publiques. Il faut que les choses soient claires, madame. Le problème qu'il y a eu entre la MOCA et Cash, ce n'est pas un problème autour de la machine à voter. Le problème qu'il y a eu, c'est autour de la responsabilité après avoir apposé une signature, après avoir lu un texte compréhensible, après avoir accepté de lire et de signer ce texte, de s'engager, après avoir fait un commentaire devant des chaînes internationales pour dire que nous acceptons les résultats et que nous allons consulter les bases pour essayer de les convaincre et faire un revirement en moins de 24 heures sans même revenir à Kinshasa pour discuter avec les bases et tirer des conclusions. Mais ils disent qu'ils ont été floués. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique de Félix Tshisekedi à Top Congo, une radio très 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 suivie. Bon, beaucoup disent qu'il y a eu... le nom franc-maçonnerie a été cité, je ne sais pas. Il n'y a pas que ce qu'il y a... Voilà, je ne sais pas si c'est le traité en soi ou c'est... je ne sais pas, mais il y a des gens de la franc-maçonnerie qui sont derrière cette histoire. Très rapidement, le Congolais, quand on parle de franc-maçonnerie, vous savez de quoi il s'agit. Très rapidement, madame. Nous sommes en train de parler de l'élection du président de la République. Nous parlons du candidat président de la République. Nous parlons d'une personne qui devra être au-dessus de M. Mobutu, de M. Kabila père et de M. Kabila fils, en termes de management, en termes de responsabilité, en termes de capacité, en termes d'aptitude. Et donc, lorsque une personne se présente devant vous, indépendamment que ce soit M. Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, si vous le considérez comme électeur, vous devez retrouver en lui toutes ces aptitudes, le sens de la responsabilité. Et donc, dès lors que vous signer un document. Lorsque vous apposez une signature, cela veut simplement dire que vous avez lu et en connaissance de cause, vous apposez votre signature. Et même si vous devez la renier... Il y avait eu trop de pression et tout ça. Non, madame, je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous avons fait pression... Chacun a voté son frère, tout a été dit, tout a été expliqué. Non, vous savez, madame, une élection reste un combat, une élection reste une tactique. Une réélection, c'est un jeu de stratégie. Donc, M. Tshisekedi a refusé de voter pour M. Kamere. M. Kamere a fait pareil. Et les plus faibles se sont votés entre eux. C'était prévisible, madame. Vous êtes à 4, vous faites une élection. C'est un jeu d'échecs. Et je vais aller plus loin que cela. Il a été posé, parce que vous parliez du Top Congo, la question à M. Félix, candidat, qui peut devenir peut-être président de la République. On lui pose la question de savoir ce qu'il fera, quelles sont les premières mesures. Vous parlez de la franc-maçonnerie. Il a aussi parlé de l'église Philadelphie. Mais quelle était sa réponse? Il dit, je vais fermer les cachots de la mer. Monsieur Lusakoué ne revient, bon ok, ça vous allez le faire et après. Vous savez, c'est quoi qu'il dit? Il dit après, il faudra vivre avec moi pour voir ce que je vais faire, parce que moi je n'ai jamais été président de la République. D'ailleurs, dans ce pays, il n'y a que M. Kabila qui a occupé ce poste, c'est lui qui a l'expérience, on verra sur le tas. Madame, je ne veux pas d'un président comme ça. Ce pays a fait 20 ans de souffrance, 20 ans d'incapacité. Nous sommes le pays le plus pauvre du monde, avec un potentiel qui nous met au-dessus de tous les pays d'Afrique noire. Mais vous avez un candidat président de la République qui ne sait même pas ce qu'il va faire lorsqu'il sera président de la République. Donc ça, c'est un problème. Mais le poids des invalidités, parce que beaucoup disent que Fayulu est vraiment, comment dire, est sous la coupe
de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi, les deux invalidés, que Martin Fayulu ne peut prendre aucune décision sans l'aval de Jean-Pierre Bemba ni de Moïse Katumbi. Donc on ne comprend pas Madame, non plus... en politique, lorsqu'il y a une coalition, imaginons que Genève ait fonctionné. Nous n'aurions qu'un seul candidat qui serait, si vous voulez, en train de travailler en fonction des avis des autres aussi, parce que c'est une coalition. En politique, vous pouvez être populaire sans avoir des moyens. Regardez ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Vous avez le lobbying des armes, par exemple, vous avez le lobbying des pétroliers. Vous pouvez avoir la popularité que vous avez, mais si vous n'avez pas les moyens qui suivent avec, et donc lorsque vous êtes lié dans des accords avec des partenaires, effectivement, les partenaires auront un mot à dire parce que les partenaires s'investissent pour vous. M. Fayulu, aujourd'hui, il n'avait qu'un seul député, mais aujourd'hui, c'est l'homme le plus populaire du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens derrière lui. Oui, parce qu'il y a des gens derrière lui qui lui ont donné la logistique, qui ont demandé à leurs différentes bases, qui ont demandé à leurs différents regroupements et différentes structures. Ces personnes ont mis ces structures, si vous voulez, à la disposition de M. Fayulu. Et aujourd'hui, M. Fayulu est l'homme le plus populaire du Congo. Et même sur le net, il casse le net. Hein. Mais voilà, donc en politique, c'est cela, madame. Donc dès lors que nous pouvons imaginer un scénario où Genève avait fonctionné et que ce serait, par exemple, M. Félix Tshisekedi qui serait... On aurait fait la même chose. Ça veut dire qu'en ce moment-là, M. Tshisekedi allait s'en référer à M. Bemba, à M. Fayulu, à M. Matungulu avant de prendre quelconque décision. C'est le même cas avec l'UNC. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne fait pas des choses sans consulter M. Kamere parce qu'il est lié avec son Premier ministre, son futur Premier ministre. Nous allons parler un peu de Denis Mukwege. Vous avez peur aussi, selon vous, des violences post-électorales parce qu'il a dit que tous les ingrédients sont mis là pour que cette sauce prenne. D'abord, je respecte cet homme. Il fait un travail remarquable. C'est, je crois, le premier Congolais et peut-être le seul jusqu'aujourd'hui qui a reçu le prix Nobel. Donc vraiment, je félicite. C'est un grand homme. Et je prends ses propos avec beaucoup de sérieux. Pour vous aussi, les ingrédients sont là pour qu'il y ait une crise post-électorale. Mais écoutez, madame, nous n'avons qu'à nous référer à notre passé récent. Monsieur Kabila a la gagette facile. Je veux dire que les forces de l'ordre aujourd'hui, tirer et tuer, c'est vraiment quelque chose de banal. Nous avons vécu ça en 2015, fosse commune, Cameroun, et ainsi de suite. Oui, déjà, pendant cette campagne, sans nous interrompre, nous avons déjà eu 5 morts. Hein. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est déplorable, c'est déplorable. Ça ne surprend pas, mais c'est aussi une motivation pour nous parce que ce régime doit partir. Je veux dire que lorsque vous êtes dépositaire de l'autorité publique et que vous êtes censé rétablir l'ordre, les moyens doivent être proportionnels. Vous ne devez pas utiliser des balles létales pour des personnes qui viennent en face de vous. Message clair, Jean-Jacques Mamba, le dimanche 30 décembre, les gens doivent aller voter avec la MAV. Massivement voter et rester dans les bureaux de vote, aux abords des bureaux de vote, jusqu'à la fin du comptage des bulletins papier et jusqu'à la publication des PV papier, partout. On vous reproche aussi que vous n'aurez pas le temps de former vos témoins et tout ça, parce que vous avez changé d'avis à la dernière minute, quelques semaines avant les élections. Est-ce que vous aurez des témoins partout, dans tous les bureaux de la République démocratique du Congo? Non, je pense que nous sommes une grosse coalition et vous avez pu voir que quand même, de tous les candidats, à part ceux de la majorité présidentielle, vous avez remarqué quand même que le candidat Lamuka a pu sillonner dans des jets privés et nous sommes assez organisés. Donc à ce niveau-là, je pense que nous avons l'expérience de 2006 et de 2011. Nous avons aussi à la CENI des personnalités qui y travaillent et qui sont notamment du MLC. Et je pense que nos structures sont vraiment engagées à réaliser ce travail avec succès. Deuxième condensé, mesdames et messieurs, c'est la suspension du meeting de Fayulu. Nous l'avons suivi d'ailleurs, c'est pas seulement Fayulu, donc suspension de tous les meetings dans la ville province de Kinshasa. Question sécuritaire, l'a dit André Kimbuta, le numéro 1 de la ville. Et la CENI nous a annoncé le report des élections, c'est prévu pour ce 30 décembre. Deuxième condensé, mesdames et messieurs. Jean-Jacques Mamba, vous avez suivi le communiqué d'André Kimbuta, plus de meetings cette semaine. Pour vous, c'est aussi pour des raisons sécuritaires. Il a dit que c'est là, les meetings, tout ça peuvent compromettre le bon déroulement du processus électoral. Bon, vous savez que cette ville n'est pas gouvernée. Monsieur Kimbuta, c'est un animateur culturel, je pense. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Il est bon pour l'animation. Il passe à côté de ses responsabilités.
Lorsqu'il interdit la campagne, il n'a pas qualité de le faire. Ce n'est pas dans ses prérogatives. C'est lui le numéro 1, c'est lui qui a en main... Non, il y a une loi électorale. Non, nous avons un pays décentralisé. Il y a une loi électorale, il y a un gouvernement central, il y a le ministre de l'Intérieur et il y a la CENI qui est totalement indépendante. Il y a une loi électorale qu'on doit respecter. Il n'appartient pas à monsieur le gouverneur, qui d'ailleurs, dont le mandat est largement dépassé, notre animateur culturel, de venir faire je veux dire, ça c'est... Non, c'est pas sérieux du tout. Hein. On le connaît très bien, moi, enfin je ne sais pas, mais vous voyez l'état de la ville, vous voyez un peu les priorités qu'il y a dans cette ville, il s'en occupe pas, il s'en fout éperdument. On sait que c'est un grand danseur, c'est un grand animateur, mais bon, à part cela, je n'ai même pas l'habitude de lire les documents qu'il émet. Oulala. La CENI a annoncé le report des élections. Vous vous y attendez un tout petit peu, Jean-Jacques Mamba, de ce rapport? Bon, la CENI ne me paraît pas prête. Vous savez, monsieur Nang a été très arrogant ces derniers mois. Ils ont refusé l'aide internationale, ils ont refusé même lorsque... L'aide de la MONUSCO aussi. Vous voyez un peu le scénario Colombo, là. Vous suiviez Colombo? Vous êtes méchant. Hein, non, mais écoutez, madame, vous savez, un disque dur, une machine, c'est un disque dur, ce sont des circuits intégrés, ce sont des batteries. Lorsqu'elle brûle, elle laisse des traces. Hein. Même lorsque c'est fait par une bombe atomique, on retrouve quand même des traces. Bizarrement, dans cet entrepôt, on n'a rien retrouvé, on n'a même pas eu accès, on n'a rien filmé. Et je connais la volonté de notre gouvernement lorsqu'il a raison, lorsqu'il dit des choses. Il allait organiser un documentaire pour montrer, si vous voulez, les restes des machines. Non seulement on connaît le nombre avec exactitude, mais elles ont été calcinées alors qu'il y avait une planche à bois, une palette à bois en bois frais. Bon, on doit connaître la nature de ce bois-là qui ne brûle pas, qui était là. Donc c'est un scénario à la Colombo. Malheureusement, il est mort. Mais ceux qui ont suivi Colombo comprendront très bien que c'est juste un moyen pour eux de gagner un peu le temps. Parce qu'en réalité, il me semble bien que nous sommes passés... Même le 30, vous n'êtes pas très sûr... Nous sommes passés de 90 000 bureaux de vote à 75 000 bureaux de vote. Et aujourd'hui, j'ai appelé des amis à Kananga qui me disent qu'il n'y a pas de machine. Mais on à 60 km de Kananga. Malgré le crash de Gomel, pas plus loin qu'au Bas-Congo, il n'y a pas assez de machines. Enfin, chaque fois que je pose des questions, on me dit qu'il y a des grosses difficultés. Et ma crainte est qu'effectivement, M. Nanga, le 30... Qu'est-ce que vous allez dire si... On raconte encore une autre déjà histoire. Pour Cash, ils ont dit niet, plus question de reporter après le 30. Et que pense la Mouka si on reporte après le 30? Vous savez, à malin et demi, M. Kabila a organisé les choses pour que l'opposition ne participe pas ou boycotte les élections et que nous tombions d'abord dans un état d'urgence et après encore des négociations pour qu'il prolonge son pouvoir. Il a d'abord commencé par faire modifier drastiquement la loi électorale en créant, si vous voulez... Cette histoire de seuil de représentativité. Le seuil, d'ailleurs, c'est pas très grave, mais demander à des partis qui n'ont pas été financés de payer 1 000 $ pour chaque siège, ça veut dire que chaque parti devait débourser au moins $1 million alors que finalement, les partis ne sont pas financés par l'État. Donc déjà, cela était une manière de pousser, si vous voulez, la classe politique à la révolte. Ils l'ont fait, mais ils ont vu que nous avons tenu bon. Après, ils sont venus avec leur histoire de machine. Après leur histoire de machine, maintenant, ils disent que les machines ont été brûlées. Ils vont de report en report. Je ne pense pas que M. Kabila et M. Nanga, M. Bassengezi et tout ce monde aient vraiment envie des élections. Et je crains que le 30, il y ait un autre scénario, par magie, qu'un autre entrepôt brûle, ou que la CENI même brûle avant le 30. Oh, que la CENI brûle carrément. C'est pas mon souhait. Mais ça peut arriver dans ce pays. Moi, je ne le souhaite pas. Moi, je veux des élections. Nous avons arrêté la campagne comme prévu. Nos électeurs vont rester une semaine sans nouvelles. Il y en a qui perdront nos numéros, qui oublieront nos numéros. Et c'est une situation anormale. C'est fait à dessein. Parce que la campagne, normalement, selon la loi électorale, doit s'arrêter 48 heures. Mais non, c'est fait à dessein. M. Kabila nous a promis de nous offrir les meilleures élections qui n'ont jamais été faites. Et bizarrement, M. Tchibala a démissionné. Vous savez, il est aphone depuis que... Non, il ne dit plus rien. On n'a plus de Premier ministre dans ce pays. Tout ce qui se passe, il est totalement absent. C'est M. Nanga qui est la vedette. Lui, il est devenu un agent. Il est dans une petite cellule du FCC. Une petite, hein, le Premier ministre est dans une petite cellule. Je crois qu'il est occupé par la cellule. Mais bon, voilà. Là, la vedette, c'est M. Chadari. Lui, il a disparu complètement. Et donc, alors que c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui doit répondre, si vous voulez, de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes plongés. Et le pasteur Olingankoyi, lui, fait des siennes avec ses recommandations qui n'en finissent pas, pas de pouvoir contraignant. Donc le pays est à la merci, si vous voulez, des personnes qui... Voilà, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Déjà, vous avez suivi, donc là on va en parler lors du point de presse de la majorité présidentielle. Nous allons parler toujours de la campagne Nous y restons et de l'ONU, hein,
nous avons réfléchi, comme à l'accoutumée, Congo à Télévision. L'ONU a parlé des élections en République démocratique du Congo. Vous le savez, la RDC n'est pas n'importe quel pays. Et moi, je l'ai dit toujours, un éléphant à terre reste toujours un éléphant. Jean-Jacques Mamba, le poids de la communauté internationale, je l'ai dit tout à l'heure, la RDC pour moi ressemble à un éléphant à terre, mais je dis un éléphant à terre reste toujours un éléphant. Vous comprenez l'implication de la communauté internationale je comprends d'abord qu'ils ont refusé d'accréditer des observateurs internationaux. Au fait, ce qui se passe, c'est que... Sadek est là. Oui, mais non, en fait, ce que je comprends dans le langage diplomatique du Conseil de sécurité, c'est que nous sommes tous dans la logique des élections. Et nous y allons pas à pas. Et les masques tombent, parce qu'on a compris que c'est eux qui ne veulent pas les élections. Et le fait que maintenant, la Mouka parle d'aller aux élections avec la machine à voter, c'était le dernier verrou. On a attendu la fin pour le dire. Je crois qu'ils sont un peu perdus, parce qu'ils n'en veulent pas. Remarquez même leur préparation, à part M. Chadari, qui a pris 80% des panneaux du pays, avec l'argent de l'État, parce que bon, il n'avait pas de moyens pour le faire, il n'y a que l'État qui peut financer une telle opération. Vous allez remarquer que l'ensemble des candidats ne se sont pas déployés. Je peux citer des noms, mais bon, je ne vais peut-être pas aller jusque-là. Il y a beaucoup de candidats, et surtout les communicateurs. Cette campagne ne se fait qu'entre trois candidats. Oui, mais même au niveau national, il y a Mafa et regardez, au niveau national, la plupart des communicateurs de l'AMP ne se sont vraiment pas lancés en campagne. Je pense que le schéma visait effectivement à pousser l'opposition à aller dans la rue, à faire du bruit, à casser ce qu'elle devait casser pour qu'il y ait un état d'urgence ou qu'il y ait un report ou qu'il y ait un dialogue. On n'est pas tombé dans le piège. Et on n'est pas tombé dans le piège parce qu'on a commencé par dire dès le début que nous allons aller aux élections. Et c'est à la fin. Alors que le jour, le prétendu incendie, l'affaire Colombo, M. Nang a encore dit ce jour-là que nous aurons les élections le 23. Que rien n'avait changé. Et il a fallu 48 heures pour qu'ils changent de langage. Donc on comprend très bien que ces personnes ne sont vraiment pas préparées pour les élections. Politique fiction, on a vu des hélicoptères, monter à Kinshasa qui n'ont jamais fonctionné. On nous a parlé d'avions, on n'a pas vu ces avions parce qu'ils ont affrété Gomer. On ne voit rien du tout de tout ce qu'ils ont annoncé. Il y avait des tanks de l'armée, si je ne sais pas, ou camions ou que de oui, l'armée. Mais écoutez, c'est des camions qui... Vous savez, dans un pays, lorsqu'on sait qu'il y a une armée qui est généralement indisciplinée, qui n'est pas une armée républicaine, oui, qui n'est pas républicaine, qui commence à déployer les kits électoraux, ça fait peur. L'armée est neutre. Donc quand l'armée est impliquée dans un processus électoral, alors que l'armée est dirigée d'une main de fer par un monsieur depuis 20 ans, et que cette armée n'a jamais été en mesure de freiner, si vous voulez, l'élan des ADF à l'Est, mais c'est une armée qui a été beaucoup plus efficace à Kinshasa pour tuer lors des manifestations, ça craint. Après, comme je le dis, Kabila a réussi à nous plonger dans une forme d'incertitude. On ne sait pas où ce pays va aller. C'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui... Bon, déjà faire disparaître Chibala... L'ONU est là, Jean-Jacques Mamba présente avec la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO ne peut pas offrir ses services comme il a déjà fait en 2006 et en 2011? Parce qu'on se rend compte que la CENI est dans l'incapacité de déployer l'équipe partout. L'ONU a proposé ses services et M. Nang a dit que nous avions des avions. M. Mende d'ailleurs, je l'aime beaucoup, il est très très éloquent, même s'il ne dit jamais la vérité, il a un don pour ça. Et donc, il a dit que la République était à la hauteur de la tâche. Il nous l'a dit depuis une année qu'il n'y aura pas de problème, nous allons tout financer, ainsi de suite, alors qu'en réalité, il y avait déjà un grand retard dans le financement. Et aujourd'hui, on s'est prouvé à suffisance qu'il y a beaucoup de soucis, même au niveau du paiement des agents. Les agents ne sont pas payés, les agents affectés à ces tâches-là ne sont pas payés. Ceux qui sont en formation ne le sont pas, ceux qui doivent être affectés ne le sont pas. Il y a des réels problèmes budgétaires au niveau de la CENI et au niveau de la logistique, c'est une catastrophe. Mais cette campagne, on a l'impression que cette campagne était très timide, même du côté des candidats. Mais ce que je vous dis, vous avez... Regardez, je crois qu'il y a des gens qui ont fait une analyse, ils ont fait l'analyse de la majorité, que de dire qu'il n'y aura pas d'élection, la CENI n'est pas prête, la CENI n'a pas de moyens, mais on va mettre nos 100 000 $, parce qu'on sera candidat, et quand il y aura des négociations, c'est notre monnaie d'échange. Nous sommes candidats à la présidentielle, on doit participer aux négociations, et dans tous les cas de figure, on va récupérer les 100 000. Mais ils ont fait des mauvais calculs parce que la population veut les élections. Après, du côté Kabila, avec tout le bruit qui a été fait, j'ai ouï dire que les candidats n'ont reçu que 500 $ chacun. Une campagne électorale, c'est ce que vous dépensez journellement.
aussi pas tous les 2 jours. Donc s'ils étaient vraiment dans une logique de gagner les élections, vous avez bien vu que les amis du centre, par exemple, qui se sont affiliés à la majorité au FCC, n'ont pas battu campagne. Vous prenez aussi plusieurs plateformes qui ont adhéré au FCC, la plupart d'entre eux n'ont pas battu, y compris les communicateurs de l'ANP qui ne se sont pas vraiment déployés pour la bonne et simple raison que les moyens n'ont pas été donnés, comme si, a priori, l'idée de faire une campagne de gagner d'aller aux élections était une fausse idée. C'était un leurre, c'était un guet-apens. À Genève, vous qui avez signé cet accord de vouloir accorder 2 ans à M. Kabila pour une transition de 2 ans, c'est selon l'accord de Genève, non? Il y a eu beaucoup de critiques. Comme tous les accords ne sont pas parfaits. D'après ce que j'ai pu lire, moi, de cet accord, les 2 ans, c'était pour revenir à l'ordre institutionnel normal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous avons des élections, par exemple, si M. Fayoulou, que nous pensons, il va gagner, il gagnera peut-être avec 30%. Ça veut dire que sur 10 Congolais, il n'y aura que 3 Congolais qui l'auront voté. Et lorsque vous avez un pays qui a 450 ethnies, ce n'est pas évident, si vous voulez, de gérer lorsque vous n'avez pas une majorité confortable. Ça veut dire 50 plus 1. M. Kabila a été élu avec 36%, qui correspond plus ou moins aux 10 millions d'électeurs fictifs qu'il y a dans le fichier électoral actuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ces 10 millions, on peut fabriquer un président... oui, on peut faire élire Chadari un président de la République. Donc l'accord prévoit effectivement que nous revenions à un ordre institutionnel normal, ça veut dire une élection à 2 tours, et que... Fayoulou allait céder son pouvoir, parce que c'est ça la question que les gens se posent. Fayoulou allait céder son pouvoir 2 ans après, à qui? Non, il n'a pas été question de cession. Il était question d'organisation d'élections à 2 tours dans les 2 ans. Ça veut dire d'abord revenir à l'ordre institutionnel normal. Donc Fayoulou allait être président faire appliquer... pendant que 2 ans. Non, regardez ce qui se passe, madame. Nous avons un accord de la Saint-Sylvestre qui devait nous conduire vers des élections libres, crédibles et apaisées. Inclusives surtout. Ça veut dire que tous les acteurs, notamment M. Jean-Pierre Bemba, M. Moïse Katumbi, M. Franck Diongo, en tout cas tous les ennemis de Kabila devaient y participer. Les élections que nous avons aujourd'hui sont des élections made in Kabila, ça veut dire taillées sur mesure. C'est comme une fête dans laquelle il choisit qui va être à la fête, qui ne va pas être à la fête. Il exclut M. Bemba de manière cavalière, il exclut M. Mouzit de manière cavalière. Donc nous avons considéré que cette élection n'est pas celle qui reflète ou qui correspond à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc l'idée, c'était de soutenir un candidat qui allait effectivement nous permettre d'organiser des vraies élections. Dans 2 ans? Oui, madame, dans 2 ans, c'est possible. C'est une mission qui a été assignée dans l'accord et une mission qui a été acceptée par tous. D'ailleurs, si vous remarquez dans cet accord, toutes les phrases du genre « celui qui va trahir l'opprobre », ce sont des phrases... La Mouka vient de M. Félix Tshisekedi. Toutes ces phrases-là sont des phrases de l'UNC et ce sont des phrases de l'UDPS qui avaient souscrit à cette logique d'avoir au moins 2 ans sans M. Kabila et de réorganiser l'État et des élections pour que tout le monde puisse y participer de la manière la plus digne et la plus crédible. Nous parlons maintenant de Fayoulou, le candidat numéro 4, ça descend dans le Bandoudu. Vous savez que Mafa, il a été traité de menifrétin, mais ses descentes à l'intérieur au Congo profond, comme le dit si bien Stani, Stani Boujakera aussi. Merci à toi pour vraiment les informations en ligne. Et comme le dit Tchèque Boukassa, dans le Congo profond, Martin Fayoulou a déjoué tous les pronostics et lors de son retour pour son meeting à Kinshasa, qui devait se tenir à Kinshasa, vous avez vu comment il a été empêché d'entrer dans la ville de Kinshasa. Il est rentré chez lui très très tard le soir et le massacre à Maïndombe, c'est parmi en tout cas les éléments qui ont permis à la CENI de postposer les élections parce que selon lui, il y a eu massacre dans le Maïndombe. Jean-Jacques Mamba, cette histoire de plein-là, on en a vu de toutes les couleurs. Est-ce que faire le plein garantit déjà que vous êtes élu? Bon, vous savez, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'effectivement, c'est un indicateur d'abord qui prouve la popularité. Mais il n'y a pas que la popularité qu'on peut lire à travers les foules ou à travers les masses. Parce que lorsqu'on regarde les heures, par exemple, lorsque vous arrivez à Kinshasa à 11 h un jeudi et que la ville est paralysée, ça veut dire que vous avez autant de personnes qui n'ont pas de travail qui sont dehors. C'est-à-dire que les personnes, vous n'allez pas demander une dérogation à votre employeur parce que vous allez accueillir votre candidat. Donc lorsque vous arrivez, et généralement c'est des jeunes, parce que nous avons quand même un taux de chômage structurel de plus de 95%, la deuxième lecture qu'on fait de ces plans, c'est aussi l'oisiveté, le fait que les personnes n'ont pas d'occupation. La curiosité, mais ces personnes n'ont pas d'occupation et donc pour elles c'est une occupation, elles peuvent courir, marcher pendant des heures pour soutenir leur candidat. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que
la plupart d'entre elles aussi suivent parce qu'elles savent qu'à la fin, elles obtiendront quelque chose. France 24 l'a montré, j'ai encore des vidéos dans mon téléphone. On montre bien que, par exemple, tous les meetings du FCC, avec la photo de Chadari, les polos jaunes et tout ce que vous voulez, on donne 10 000 francs, on donne 5 000 francs. Et les gens le disent. Il y a de l'argent, donc vous le faites aussi. Moi, je viens de boucler une campagne, ça m'a coûté extrêmement cher, mais pas parce que j'étais dans une logique où je devais nourrir les gens ou acheter des voix. Je suis dans une logique où vous avez des personnes qui vous accompagnent parce qu'on fait du porte-à-porte, vous marchez, vous faites 2-3 heures en train de marcher, puis vous partagez un repas, vous partagez des boissons, rafraîchissement. C'est peut-être dans cette logique-là. Mais ici, dans le souci de faire le plein, on paye de l'argent à des personnes qui ne sont peut-être pas de votre obédience, que vous ne connaissez peut-être pas, qui ne sont pas vos militants, pour remplir juste une place, un stade ou une avenue. Et ça, c'est autre chose. Et la Mouka ne le fait jamais. C'est-à-dire que j'ai vu sur France 24, j'ai encore vu avant de commencer cette émission, qu'effectivement les gens viennent, ils prennent des polos, puis ils vous disent, écoutez, nous on va voter Fayoulou, on va voter Félix Tshisekedi, on a pris les polos, on a pris 5 000 francs. Il y en a qui les brûlent même sur la place publique, et je trouve que c'est quand même dramatique. Maintenant, comme on est en train de parler des pleins, je suis tout à fait heureux de voir le bain de foule qu'a drainé M. Fayoulou à l'est du pays, sur toute l'étendue du territoire. Alors, on lui interdit d'aller à... Oui, interdit d'aller à Kindu. Mais à Kindu, c'était prévisible. Vous savez, à Kindu... Au Grand Kassai, il n'y est pas allé non plus. Au Kindu, c'était un peu prévisible parce que même dans son village, M. Chadari n'est pas populaire. Donc laisser M. Fallou arriver et faire le plein à Kindu serait quand même je veux dire, ça serait assez... non, ça serait assez anodin de le laisser faire... ombrage. Au Katanga, c'est pareil. Parce que c'est le fief de Moïse Katumbi? Non, pas parce que c'est le fief de Moïse Katumbi, mais parce que M. Kabila nous a promis, d'abord M. Chadari lui-même nous a promis, excusez-moi de faire le geste, il a dit que nous allions faire ça. Ça veut dire que dans leur logique, c'est eux qui allaient décider là où nous allions faire battre campagne, ce que nous allions faire, et ainsi de suite. C'est eux qui ont les règles, qui définissent les règles du jeu. Normalement, un candidat est libre d'aller partout. Le ministère de l'Intérieur devrait le garantir, mais M. Mova lui-même, il est candidat, il devait démissionner, mais il ne l'a pas fait. Donc du coup, il se retrouve en campagne, il n'a pas la maîtrise des événements. Je veux dire que le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère régalien qui doit être apolitique. Et donc, qui devrait garantir l'application... C'est ce ministère qui organise les élections. Voilà, qui devrait garantir le strict respect de la loi électorale, mais M. Mova lui-même, qui n'a même pas osé mettre FCC sur son affiche, même pas PPRD sur son affiche, qui a appris à faire des forages d'eau pendant la campagne, il est parti faire un forage vers Maloueka, n'a pas eu le temps finalement de veiller, ou n'a pas eu l'envie de veiller, ou encore moins ses services à ce que la loi soit appliquée et permette à tout le monde, de manière paisible, de circuler, de battre campagne. Jean-Jacques Mamba, l'internaute m'a dit de vous poser cette question. On vous a accordé une semaine, je crois que c'est une semaine de grâce. Alors, ceux qui soutiennent Fachi et ceux qui soutiennent la Mouka veulent une réconciliation en Guinée. Et ça sera possible, peut-être. À cette allure, ce sera peut-être difficile que l'un cède sa place à l'autre, mais que les deux candidats puissent se voir, se parler, même faire une photo de famille. Parce que, après tout, vous avez un seul adversaire, c'est le FCC, c'est M. Chadari. Mais cette guéguerre entre les partisans de la Mouka et les partisans de Cash, est-ce que cela ne vous fragilise pas? Est-ce que cela ne fragilise pas l'opposition aujourd'hui? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, on tire à boulet rouge sur Martin Fayoulou, de l'autre côté, on tire à boulet rouge sur Félix Tshisekedi, et on va aller où? Parce que les élections, c'est le 30 décembre. Est-ce que les deux leaders ne peuvent pas nous montrer ou faire passer un message clair d'ici le 30 décembre? Et les possibilités sont ouvertes. Je suis de cet avis-là. Je serais vraiment heureux d'assister à ce genre de scène. Après, vous savez, les réseaux sociaux, c'est toujours... on exacerbe, on amplifie, il y a beaucoup de fanatiques sur les réseaux sociaux. Nous sommes des politiques et je pense effectivement, vous l'avez dit vous-même, que nous avons quelques divergences, mais notre ennemi commun, ou si vous voulez notre adversaire pour mieux le dire commun, c'est bien le FCC, parce que c'est le FCC qui est, si vous voulez, l'auteur de la misère qui demande autre chose, un autre mode de gouvernance, par toute la population congolaise. C'est le FCC qui en est l'auteur. Et nous sommes déjà d'accord sur cette question-là. Maintenant, M. Fayoulou et M. Félix Tshisekedi prient dans la même église. Ça, je ne le savais pas. Je vais aussi commencer à les prier dans cette église-là. À Philadelphie.
peut-être qu'on va demander les bons offices, on va demander les bons offices du pasteur pour réconcilier les deux frères de la même église. Moi, en tout cas, à mon niveau, je pense que c'est quand même nécessaire. Ce ne sont pas des ennemis. Monsieur Fayulu est issu, c'est un produit aussi de l'UDPS. Il était quand même à la conférence nationale souveraine. Il était très proche de monsieur Etienne Tshisekedi et il a été élu comme allié de M. Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, les différences sont marginales, d'autant plus que maintenant, nous allons aller aux élections avec la machine à voter. Les différences sont marginales. Nous resterons, si vous voulez, concurrents sur le terrain, mais quand même du même bord par rapport à cette exacerbation du tribalisme, quelle est votre lecture? On dit que ce sont les politiques qui tirent les ficelles, qui exacerbent les tensions tribales et tout ça. Moi, je suis tel et je soutiens tel, je suis tel et je soutiens tel et tout ça. Et aujourd'hui, comment baisser, en tout cas, cette rivalité entre les tribus aujourd'hui? Parce que quand le voit, c'est vraiment une réalité aujourd'hui qui tue. Hein. Le tribalisme, il faut le lire dans un prisme qui est quand même assez complexe. Moi, je suis du Kasaï central, je suis kassaïen, je suis le Loa. Si je soutiens Félix Tshisekedi aujourd'hui, il y en a qui diront que parce qu'il est kassaïen. Ils peuvent le dire. Et moi, je posais la question de savoir, mais pourquoi les Kassaïens ne peuvent pas soutenir Félix Tshisekedi? Vous voyez que c'est quand même... C'est vraiment un couteau à double tranchant. Et ces percées tribales sont exacerbées par la souffrance, par la misère. Remarquez par exemple que dans le gouvernement de M. Panta Tamponio, à l'époque, lorsqu'il a fait son gouvernement, il y a 75% de swahiliphones. Regardez un peu ce pays, vous prenez la Cour suprême, vous prenez le procureur général de la République, vous prenez la Banque centrale. Tous ces postes stratégiques du pays sont dirigés par des swahiliphones ou des katangais à la limite. Et donc, lorsque vous avez 450 ethnies, vous avez plusieurs peuples, et que le pays est mal géré, que les gens ne se retrouvent pas, ce n'est que dans ce contexte-là qu'on exacerbe, si vous voulez, les affinités tribales pour justifier les choix. Mais en réalité, lorsque nous serons une république, parce que nous ne sommes pas encore une république, et que chaque citoyen sera... Oui, lorsque nous allons construire un projet d'une république où tous les hommes, les femmes, où tous les femmes et tous les hommes seront égaux devant la loi, et tout le monde sera à charge, si vous voulez, de l'État, parce qu'en réalité, ce qui nous manque ici, c'est un système social pour que tout le monde se retrouve quelque part. Lorsque nous allons construire ce système, vous allez voir que ces poussées tribales seront atténuées. Toute dernière question, votre réaction à chaud par rapport à ce massacre de Maïndombe? La CENI a dit par rapport à ça, c'est ça aussi qui a poussé un peu la CENI à poser les élections. Mais j'invite nos autorités, maintenant qu'on a arrêté la campagne, j'invite M. Mova à regarder cette situation de près, de ne pas agir comme a fait M. Chadari avec Kamina Sapou, parce que ça a dégénéré, c'est devenu une catastrophe humanitaire. Il y a eu des milliers et des milliers de morts. C'était un petit conflit, c'est un petit conflit qui est dégénéré parce que notre gouvernement n'a pas pris la chose de la meilleure manière, n'a pas appréhendé la situation de la meilleure manière. J'espère que pour cette fois, M. Mova va essayer d'appréhender cette situation, je voulais dire, de telle sorte qu'on puisse, si vous voulez, régler ce conflit au plus vite et permettre à ce que le calme soit rétabli. Qu'il y ait les élections le 30 décembre Exactement. dans ce coin de la République. Nous prenons maintenant, coup sur coup, deux points de presse de la majorité présidentielle et point de presse de la CAJ. Jean-Jacques Mamba, est-ce que nous devons aujourd'hui remercier Joseph Kabila parce qu'il a fait montre de patriotisme en organisant les élections, parce que les autres présidents tout autour de lui, Congo, Rwanda, ailleurs, ont rempli pour un troisième mandat. Donc la palme d'or lui revient, carrément. Oui, avec tous les morts qu'il y a eu, on peut le remercier pour les fosses communes, pour tous ceux qui sont morts au nom de la liberté, au nom du respect de la Constitution, tous ceux qui sont en prison. Merci pour cela. Donc si vous voulez le remercier pour tout cela, bon, alors disons merci. Vous avez suivi, André Alain Atundu, les sanctions de la communauté internationale qui pèsent sur leur candidat, Emmanuel Chadari. Est-ce que cela ne va pas aussi un peu à l'encontre des droits de l'homme et tout ça? Parce que cela ne pèse pas sur Chadari. Et s'il devient, par exemple, le prochain candidat, ou le prochain président de la République, comment ça va se passer avec cette épée de Damoclès sur la tête? Mais pour moi, je trouve ça dramatique, madame. Il y a deux types de sanctions. D'abord, la privation des visas. Ça veut dire qu'on vous interdit d'aller dans leur pays. Et comme nous sommes dans la révolution de la modernité, ceux qui vont chercher là-bas, ils peuvent le faire ici.
Ça, c'est la première réponse. Bon, je ne vois pas pourquoi ils devaient s'en plaindre, parce qu'ils sont en pleine révolution de la modernité. Les hôpitaux, ils nous ont fait des hôpitaux, ils nous ont fait des beaux aéroports, ils nous ont fait des tramways, on a des TGV, tout ce que vous voulez. On n'a qu'à utiliser ça ici, parce qu'en Éthiopie, il y a ça. Maintenant, à Abidjan, il y a. Ils n'ont qu'à le faire ici au Maroc. Donc, on peut le faire ici, ça, c'est pas un problème. Le deuxième problème qui m'afflige, c'est le gel des avoirs, madame. Vous savez que dans un pays comme la Grande-Bretagne, nous avons près de 686 millions d'avoirs gelés, de prétendus Congolais. Ça veut dire que lorsque M. Kabila plaide pour qu'on dégèle les avoirs de ces prétendus Congolais, il est en train de plaider pour des personnes qui ont pillé la République. Et les 686 millions dépassent largement ce que nous devons dépenser pour avoir des élections dans ce pays qui était de 504 millions de dollars à 800 millions de dollars dans un seul pays. Alors qu'on a gelé des biens et des comptes bancaires dans plusieurs pays. Donc lorsque M. Kabila ou M. Atundu se présentent en défenseur des pilleurs du pays, je comprends très bien que... Ça, c'est pas un chantage de la communauté internationale. Madame, lorsqu'il dit lui-même, il a dit pendant 15 ans qu'il y a 15 milliards de dollars qui échappent par voie fiscale, il le dit sans résoudre le problème. Nous vivons dans une extrême pauvreté et lui n'a pas autre rôle que de dire à la communauté internationale que pour que nous soyons en bon terme, vous devez, si vous voulez, libérer les comptes bancaires de toutes les personnes qui ont payé ce pays. Est-ce que ce n'est pas un chantage de la communauté internationale aussi? Parce que vous savez, avec ce code minier qui a été révisé, les multinationales, les grandes sanctions ne se retrouvent pas. Attendez, madame, les sanctions ont été prises. Excusez-moi, je vous pose cette question. J'ai ouï dire, parce que vous êtes dans la Mouka, que Martin Fayulu va revoir le code minier. Il a promis aux manias des mais très rapidement, les sanctions ont précédé la révision du code minier. Les sanctions datent de plus de 2 ans. Donc cela veut dire que ça n'a rien à voir avec ce code. Par contre, je peux penser que la révision du code minier est une représaille par rapport à ces sanctions parce que M. Kabila tient à Troupi à protéger les pilleurs de la République. Maintenant, ce que vous me dites sur la Mouka et la révision du code, je ne pense pas, je n'ai pas cette information, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et qui doivent changer, notamment la création de la valeur ajoutée, exiger à toutes ces personnes qui viennent dans ce pays pour extraire du cobalt, du cuivre et ainsi de suite, du coltan, de créer... C'est à nous de créer ces usines, Jean-Jacques. Non, si nous n'avons pas les moyens de créer des usines, nous pouvons exiger que nos produits ou nos matières premières sortent de manière semi-finie. Alors en ce moment-là, ils seront obligés d'installer des usines et ça va créer des emplois. Nous pouvons l'exiger, madame, il n'y a pas de problème. Donc ça peut être visé. Aujourd'hui, vraiment, nos ministres sont à l'état brut. Il a été démontré qu'en 2012, M. Kabila s'est fait beaucoup d'argent, son régime s'est fait beaucoup d'argent en sous-évaluant certains carrés miniers achetés par des sociétés offshore et revendus par la suite par les mêmes sociétés sur la place internationale par des milliards de dollars. Je veux dire que ce pays, M. Kabila n'a pas manifestement montré qu'il aimait les Congolais, qu'il aimait son pays. Moi c'est le sentiment que j'ai lorsqu'il quittera ses fonctions. J'ai vraiment le sentiment qu'il ne s'est pas battu assez. M. Kabila aime le Congo, mais pas les Congolais, c'est ça? Selon moi, lorsqu'on vit dans un pays le plus pauvre du monde et qu'on a le passeport le plus cher du monde, il y a des questions qu'on doit se poser. La liste électorale, hein, on a suivi la CAGE qui s'est plaint que cette liste électorale jusqu'à présent n'est pas encore publiée. Alors comment ça va se passer? Alain Bolikango m'a dit de vous poser cette question. Si votre nom ne se retrouve pas dans cette liste électorale, vous êtes de la Mouka, vous avez une grande frange de la population, qu'est-ce que vous demandez à cette population de faire? Comment ça va se passer si leur nom ne se retrouve pas le décor est planté pour une contestation généralisée de ce processus électoral et des résultats qui en découleront. Ce n'est pas nous, la Mouka, ou encore moins le Cash qui a planté ce décor, c'est M. Nanga avec la CENI qui plante ce décor. La loi est claire, mais malheureusement, ils n'ont pas reçu les moyens nécessaires pour faire le travail parce que nous avons un gouvernement qui vit avec le budget d'une compagnie de train à Abidjan. Je veux dire qu'ici, notre budget de 3-4 milliards, ça correspond plus ou moins à une compagnie de train à Abidjan ou en Afrique du Sud. Il n'y avait pas assez... C'est le montant pour Harvard. Là. Voilà, il n'y a pas eu assez de moyens pour supporter un processus électoral dans cette forme-là, avec 3 élections couplées le même jour. Et c'est vraiment la responsabilité du gouvernement. Bon, M. Tshibala voyait clair lorsqu'il était du côté de l'UDPS, il voyait clair quand il était en prison, mais depuis qu'il est sorti de prison et qu'il est devenu Premier ministre, il ne voit plus rien, et c'est dommage.
Et c'est dommage. Nous allons maintenant parler du crash de l'avion de l'Antonov. Nous restons toujours, nous sommes, même si la campagne officiellement est terminée, mais nous ne pouvons parler que des élections. Le crash de l'Antonov 26 qui ramenait des matériels, les kits vers Chikapa. Et nous allons parler de la déclaration de la CPI. Bensouda a encore parlé par rapport à la crise post-électorale ou à tous ceux qui troubleront l'ordre public en RDC. Et bien la CPI vous attend de pied ferme. Jean-Jacques Mamba, la CPI, on en parle. Je sais que vous avez un mauvais souvenir de la CPI. Jean-Pierre Bemba a passé plus ou moins, combien d'années d'ailleurs? 10 ans. 10 ans à la CPI, mais cette dame, elle est toujours ferme. Cette fois-ci, elle a dit tous ceux qui troubleront l'ordre public, et la CPI les attend. Est-ce que la Mouka n'est pas dans le viseur de la CPI? Parce qu'on a ouï dire que vous avez dit à vos gens de... Vous savez, moi, mon avis, si je suis président de la République, le jour que je le serai ou que j'aurai la chance de l'être, on doit dératifier le traité de Rome, on doit quitter, organiser une Vous allez retirer votre signature. Absolument. Vous savez, madame, nous avons à peu près, depuis 6 à 7 ans, plus de 30 à 40 morts à la machette, des femmes éventrées à l'est du pays. La procureure ne s'en est jamais saisie. Nous avons eu la problématique avec les fosses communes en 2015, elle s'en est jamais saisie. Dès lors que le procureur a un pouvoir discrétionnaire et qu'il a la latitude de poursuivre qui il veut, ça pose un problème. Parce que nous connaissons les Africains, il y a beaucoup de subjectivité et ce n'est pas vraiment la recherche de la vérité qui guide toujours, si vous voulez, ou qui pilote les enquêtes. Il y a souvent des règlements de comptes. Je considère par exemple que l'affaire de Gbagbo, c'est un règlement de compte. Il n'a jamais, pour moi, ça c'est mon avis, il n'a jamais commis un crime contre l'humanité. Il me semble bien que son procès est en bonne voie. Je l'ai toujours cru pour le sénateur Jean-Pierre Bemba qui a fait injustement 10 ans pour une affaire sordide qu'il ne concernait même pas, dans laquelle il a été cité et présenté comme un criminel de guerre, alors qu'en réalité c'était un opposant farouche à M. Kabila. Et vous avez bien vu qu'à sa sortie, il présente sa candidature et on tord le droit pour qu'il ne soit pas candidat. Donc excusez-moi de vous dire que je n'ai pas beaucoup de respect. Vous n'y croyez plus Je n'ai pas beaucoup de respect pour cette dame, encore que j'en avais moins pour M. Moreno, ça n'engage que moi, donc je n'ai jamais fait la guerre, j'espère que je ne serai pas poursuivi. Je n'ai pas beaucoup de respect pour cette dame et encore beaucoup moins pour l'institution qui ma foi, n'a pas prouvé à suffisance qu'elle était vraiment une institution non seulement neutre, apolitique, et qui était vraiment là pour rendre le droit et chercher la justice. Parce qu'il y a tellement de situations dans le monde qui échappent au contrôle de cette institution. Vous comprenez que les Américains ne soient pas... La position américaine devient... Aucun citoyen américain ne peut être jugé par la situation américaine devient de plus en plus compréhensible parce qu'effectivement, lorsqu'on suit même la vie privée de ces différentes personnalités, nommées procureurs, vous suivez M. Moreno qui est impliqué dans un scandale financier et mafieux, Mme Bensouda et son mari aussi. Donc au niveau de la probité, ça pose problème lorsque des personnes elles-mêmes impliquées dans des affaires sordides se mettent à se transformer en justiciers et de la manière la plus cavalière avec souvent des informations erronées. Donc c'est quand même triste. C'est quand même triste. Crash de l'avion Antonov, 20e crash en République démocratique du Congo. Pour vous, en tout cas, on doit revoir. Qu'est-ce qui se passe avec les avions qui sillonnent l'espace? C'est vrai que c'est un accident, ça peut arriver, ça arrive partout. Mais chez nous, la cadence est... Madame, quand vous même savez, ahurissant. Je suis de l'aviation, enfin en tout cas j'ai eu l'expérience, j'ai eu la chance de faire 3 ans à la tête d'une compagnie aérienne ici à Kinshasa comme directeur général. Et je peux vous assurer qu'en dehors d'Ethiopian Airlines et Kenya Airways, qui sont des sociétés que je respecte par rapport au sérieux, à l'entretien des appareils, au renouvellement de la flotte, même Congo Airways, lorsqu'ils disent qu'ils vont se lancer vers l'Est ou l'Afrique du Sud, je ne monterai jamais dans ce type d'avion. D'abord, ce sont des avions délaissés qui avaient déjà dépassé largement les heures de vol et qui ne sont pas bien entretenus. Et on n'est pas à l'abri parce qu'en réalité, au niveau de l'aviation civile, au niveau de la RVA, de l'aviation civile, tout n'est pas mis en œuvre pour respecter les normes de l'aviation. Et donc, on ne sera jamais à l'abri de tels accidents dès lors que nous n'avons pas de piste. Vous savez que nous n'avons pas un aéroport international dans ce pays. Et Njili, alors? Mais écoutez,
ça ne correspond pas encore aux normes. Si on devait avoir le trafic qui est à Nairobi, en Djili, c'est impossible. On ne peut pas avoir on ne peut pas avoir le trafic de Nairobi, on ne peut pas avoir le trafic d'Addis Abeba, c'est impossible. Ce que nous avons, c'est des aéroports régionaux. Et remarquez ce qui s'est passé à Brazzaville avec le nouveau aéroport de Maya-Maya. Avec beaucoup moins d'argent, ils ont fait un gros aéroport. Mais nous payons, comment on appelle ça? Il y a même une taxe Kimbuta. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Monsieur Kimbuta, c'est un animateur culturel, c'est pour la culture. Il sait danser, il sait faire le show. Nous payons pour la culture. Non, ça ne sert à rien du tout. La seule chose qu'on a modifiée correctement à l'aéroport, c'est l'entrée de M. Kabila, qui est une entrée officielle. Mais le reste, ça reste un aéroport modulaire. Et vous allez bien comprendre que pour moi, c'est un aérogare. Donc, c'est vraiment pas un aéroport... non. De standard international, non. En République démocratique du Congo, vous voulez nous dire, Jean-Jacques Mamba, que nous sommes dans l'incapacité d'acheter un avion neuf? Le petit pays du Rwanda qui n'a pas de coltan, qui n'a rien du tout, qui aujourd'hui est le premier exportateur mondial de coltan, je ne sais pas par quelle magie, a commandé des Airbus neufs. Nous, on nous a amené des avions d'Alitalia qui datent de je ne sais quelle année d'occasion, M. Matapogno. Il y a même un qui va bientôt être transformé. On doit découper pour faire des Mbaboula et consorts. Le Kimpanvite, là. Il n'a même pas volé. Il est là dans un hangar et bientôt on va le découper. On fera des Mbaboula qu'on vendra. J'espère qu'ils vont garder les couleurs pour que les gens s'en souviennent. Je veux dire que nous avons quand même un pays. Je vous ai dit que M. Kabila m'a laissé un sentiment amer qu'il n'a jamais aimé ce pays. Il ne nous a pas donné la fierté que nous méritions en tant que Congolais par rapport à ce que nous avons, 80 millions d'habitants, la flore, la faune, tout ce qu'il y a de beau dans ce pays, M. Kabila ne s'est jamais investi. Mais il a dit qu'il n'est pas arrivé à changer l'homme congolais. Il a dit, est-ce que toute la responsabilité incombe à Joseph Kabila quand même? On ne lui a pas demandé de changer l'homme congolais. On lui a demandé de développer le pays. On lui a demandé de créer des lois qu'il allait lui-même respecter. Tout commence par l'homme, Jean-Jacques Mamba. Non, madame, je vais vous expliquer. Le mind de l'homme doit changer aussi. Non, madame, l'homme ne change pas. Regardez, parlez avec des philosophes. L'homme est contraint à changer. Il faut qu'il y ait la contrainte pour que l'homme change. Il faut le dresser. Il faut le dresser par la loi. D'une part, vous avez la loi qui est coercitive et d'autre part, vous avez l'État qui prend en charge. Ça veut dire que lorsque aujourd'hui vous demandez à quelqu'un de payer une taxe, de l'autre côté, cette personne, lorsqu'elle tombe malade, elle a des hôpitaux en face qui sont des hôpitaux de qualité. Lorsque vous arrêtez quelqu'un parce qu'il est contrevenant, de l'autre côté, vous avez des routes de qualité. Ça veut dire que lorsque M. Kabila est arrivé, la première des choses, c'était non seulement d'instaurer la loi, mais organiser les ressources de l'État pour améliorer les conditions de vie des gens. Les conditions de vie des gens, c'est aussi l'emploi. Lorsque vous avez 95% de taux de chômage et que les sociétés fuient, comme par exemple Asson et Frères qui a fait 30 ans à Kinshasa, qui décide de partir, mais c'est quand même un drame parce qu'elle part avec autant d'emplois. Au lieu que les sociétés viennent, vous avez au Rwanda, un pays voisin, vous avez Volkswagen, le groupe Porsche qui arrive là-bas, la plupart des sociétés qui gèrent les ressources du Congo s'installent au Rwanda et vous avez un taux de chômage de 16%. Ça veut dire que sur 100 Rwandais, vous n'avez que 16 qui ne travaillent pas. Et lorsque vous traversez le Congo, qui est générateur des fameuses ressources, qui donne du travail au Rwanda, vous avez, sur 100 Congolais, vous n'avez que 5 qui travaillent, madame. Donc moi, je dis, et je répète, si M. Kabila se vante avec ses amis d'avoir organisé 2 fois les élections, d'avoir réunifié un pays, il ne doit pas oublier que Mobutu avait chassé, et il a été chassé alors qu'il a réunifié le Zaïre. Mobutu avait dit à Thabo Mboko, il y avait des sécessions par-ci, par-là, mais il a été chassé. Pourquoi il avait été chassé? Parce qu'il n'a pas réussi, si vous voulez, à recoller le tissu social, à amener les Congolais ou les Hérois de l'époque sur le chemin du développement. Et les gens l'ont haï. Et donc je pense que M. Kabila me laisse ce sentiment de ne pas avoir aimé ce pays, de ne pas avoir fait assez pour que nous méritions, ou pour que nous ayons en réalité ce que nous méritons. Mais Martin Fayulu va le faire. Est-ce que Martin Fayulu, vous dites que vous devez soutenir, on doit voter ses candidats, soutenir, c'est peu, le voter carrément. Pour vous, Martin Fayulu va changer la donne, vous en êtes sûr? Je l'espère bien. Vous savez, je ne suis pas un fanatique, mais je pense que j'ai parlé avec l'homme, j'ai lu son programme, j'ai vu son parcours et je pense qu'il peut mieux faire que Kabila, ça c'est certain. Après, il y aura toujours mieux dans la vie. Après lui, il y aura encore des gens. Après nous, il y aura encore des gens. Mais je pense que mieux que Kabila, c'est vraiment accessible. Nous allons terminer, en tout cas, il nous reste encore, si je regarde bien ma montre, encore 8 minutes, donc nous allons retourner dans la campagne. Jean-Jacques Mamba, vous avez parlé de la culture et vous avez l'air un peu, comment je vais dire, vous ne mettez pas la culture à sa place, d'ailleurs on vous le reproche aussi. D'ailleurs, un des candidats de Fayulu, Lexus Légal, nous a dit de vous poser cette question, la culture, la place de la culture. J'ai l'impression que vous
Vous minimisez la culture, et pourtant la culture, c'est la base d'une société. Quand on parle de la culture française, vous voyez, la cuisine, l'habillement et tout ça, quand on parle de la culture américaine, quand on parle de la culture australienne et tout ça, mais nous avons l'impression de minimiser la culture. Non, il faudrait, des propos tellement, je me permets de le dire, désobligeants par rapport à la culture. Non, vous savez, dernièrement, la dernière fois que j'étais avec un artiste musicien, c'est M. Kofi Olomide. J'ai joué au Scrabble avec lui, chez lui à la maison. Je suis un grand fan de la musique. Je suis un grand fan de ce qui est culturel, de tout ce qui est lié à la culture. J'aime les arts plastiques, j'aime la peinture, ainsi de suite. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'un pays ne se développe que lorsqu'il y a des spécialités. Malheureusement, il y a une cloison assez étanche qui s'est formée dans ce pays, qui fait qu'il n'y a que la politique, si vous voulez. Les gens pensent qu'ils peuvent résoudre tous les problèmes par la politique, essentiellement par la politique. Et en réalité, la politique, entre guillemets, paye mieux. De telle sorte que... Ça, c'est la réalité congolaise. Lorsque vous prenez un artiste américain, madame, il n'a rien à envoyer à un député. Vous demandez à 50 Cent de devenir député, vous demandez à Céline Dion, ils s'en foutent, ce sont des millionnaires, madame, vous comprenez. Mais M. Ouéra nous a récité, j'ai suivi une vidéo, ça m'a vraiment fait rire, il a récité tous les articles du plan comptable congolais pour dire qu'il était à même d'aller au Parlement parce qu'il est intellectuel et ainsi de suite. Alors qu'il nous a fait danser, il nous a donné de la bonne musique, il peut rester artiste. Laissez ceux qui ont la vocation politique. L'artiste ne peut pas être député, ça aussi c'est un autre débat. Je dis ceci, madame, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une nécessité, madame. Parce que... Mais s'il veut changer les choses... Madame, pour changer les choses, il ne faut pas absolument devenir un député. Parce qu'être député, c'est légiférer, c'est faire des lois. Il faut avoir la capacité de légiférer, de faire des lois. Vous le jugez incapable de le faire, c'est quand même... Non, il a fait des études, il a... Je sais pas, moi... Bon, écoutez, je ne veux pas qu'on tombe dans l'histoire... Je ne veux pas qu'on tombe dans l'histoire de chat, mais écoutez, madame, il y a ceci. Ouéra-Son est un bon artiste. Les seules fois que je l'ai entendu parler en français, c'était un scandale. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce que la langue dans laquelle il devra légiférer, il ne la maîtrise pas, madame. Il dit cultivons la haine. Il ne va pas légiférer, on ne légifère pas. On le parle à l'Assemblée nationale, les 4 langues nationales. Non, on ne légifère pas en lingala, madame. On ne légifère, il n'y a aucune loi, on légifère en français, madame. Les lois sont faites en français. Ce n'est qu'un indicateur. Je veux dire que c'est un grand artiste. Et je ne pense pas que sa place est au Parlement. Après, moi, je ne suis pas l'électeur. Si les électeurs pensent que M. Ouéra Nguiama ou que M. Adolphe ou que M. Lexus Légal doit être au Parlement, c'est à l'électeur d'en décider. Mais moi, je pense que leur place est dans l'art. Leur place est que nous devons travailler pour légiférer, pour qu'ils vivent de leurs œuvres, qu'ils deviennent des millionnaires par leurs œuvres. Ils n'ont pas besoin de devenir des politiciens. Vous voulez être député, pourquoi? Parce que vous travaillez bien, vous êtes PDG d'une grande société, je ne peux pas le citer. Je suis essentiellement... Attendez, madame, je n'empêche personne. Je suis essentiellement politique depuis 12 ans. Je ne fais pas la politique par opportunité. Je suis porte-parole d'un parti politique, responsable de la jeunesse d'un parti politique. Je suis un politique actif. Je ne suis pas un politique circonstanciel pour les élections. Il ne faut pas qu'on confonde la révolution culturelle, la révolution des mentalités, la révolution tout court, avec le fait d'être un politique. Moi, j'aime bien M. Lexus Légal. La politique, c'est un job. Non, c'est une vocation, madame. C'est un sacrifice. On ne peut pas devenir politique pour les élections. Je veux dire que moi, ça fait 12 ans que je le suis. Je suis politique tout le temps. Je ne suis pas politique pour les élections. Il ne faut pas que nous ayons des politiciens pour les élections. Et je pense que les grands artistes, Kofi Olomide, Ouéra-Son, Fally, ainsi de suite, sont tellement grands qu'ils peuvent continuer dans leurs œuvres et nous demander... Donnez-moi une minute. Je prends... comment il s'appelle le Sénégalais? Youssou Ndour. Il a été même jusqu'à être candidat président de la République. Il a été ministre de la Culture et tout ça. Et vous pensez qu'il allait mieux faire que Macky Sall? Non. Si je fais Mama Musica, vous pensez vraiment que vous n'allez pas me poser la question? Si je vous sors un album que j'ai sorti, vous me poserez la question parce que vous allez me dire, mais monsieur Mamba, vous êtes politicien, qu'est-ce qui vous a poussé à faire la musique? Moi, j'aimerais que les bonnes questions soient posées. Autant lorsque l'on fait des campagnes électorales, aujourd'hui, j'ai vu des candidats jeter de l'argent, vous avez des personnes qui ont été députées pendant 10 ans, 2 cycles, qui ne se sont jamais approchés du micro. Mais au lieu de faire des ONG pour aider les gens, ces personnes attendent la campagne électorale pour offrir des pagnes, pour offrir des ceci et des cela, alors que le travail pour lequel elles sont payées, c'est légiférer. Et j'aimerais que ce travail soit pris au sérieux parce que ce n'est pas une mince affaire, madame. Nous allons terminer par notre question, par nous-mêmes. Est-ce que les journalistes feront aussi des bons députés, selon vous, Jean-Jacques Mbamba? Il y a beaucoup de journalistes qui vont faire des bons députés. Mais le problème est le suivant, madame. Aujourd'hui,
dans le domaine de la presse, il y a beaucoup à faire. Dans la plupart, je suis moi-même aussi, je découvre aussi, j'apprends, et je comprends que vous n'êtes pas protégé, que vous êtes très mal payé. Une Anne Sinclair, quand elle présentait son JT, elle se retrouve avec plus ou moins 45 000 euros le mois. Si vous avez 45 000, madame, vous n'allez pas venir en politique. Pas du tout. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, comme je vous dis, c'est exigu. Tout le monde, c'est comme un entonnoir. Tout le monde se dit que c'est dans la politique qu'on peut vivre et qu'on peut se retrouver. Après, vous avez des talentueuses. Vous avez Christiane Bouanga, vous avez Daniel Safou, Mike Moukebaï. Là n'est pas le problème. Le problème est de savoir, est-ce ils veulent devenir vraiment des politiques ou ils sont vraiment des journalistes? Et c'est ce mélange de genres-là que je trouve un peu dangereux parce que, à un certain moment, on a bien vu Ndeko Basile. Ndeko Basile, journaliste et tout ce que vous voulez, le meilleur élu, et après vous avez vu ce que ça a donné. Donc moi je me dis que chacun peut garder sa profession, mais nous devons tous travailler pour que toutes les professions émergent et que tout le monde en vive de manière décente. Et je crois que quand on va arriver à ce niveau-là, qu'un député ne gagnera par exemple que 3 000, mais qu'un journaliste dans une chaîne de télévision gagne 1 500, 2 000, je peux vous assurer que nous allons professionnaliser la presse et qu'il y a beaucoup de gens qui n'iront plus jamais. Qui n'ira plus jamais à la députation nationale ou comme candidat. Merci donc Jean-Jacques Mamba, candidat numéro 435, d'être passé à la barre. Merci, circonscription de Lukunga, donc je précise. Merci à toute l'équipe technique, merci à Alain Bolikango, merci à Moïse Gigandou et à Agla, merci à vous, chers téléspectateurs fidèles de Congo Web Télévision et encore plus les téléspectatrices parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Et bien la campagne est terminée. Aimons-nous vivants, c'est fini. Donc c'est fini tout ça, tous ces chichis dans les réseaux sociaux et même dans la vie, c'est fini. Donc la vie continue, la réelle politique va prendre les dessus. Et j'espère que Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi se tendront la main parce que les élections, c'est le 30 décembre. Et comme la plupart de nos compatriotes, c'est l'alternance que nous souhaitons tous. On se revoit le 30 décembre, jour des élections.